La promptitude avec laquelle vous avez répondu. Vous êtes élu du Sud Kivu. Élu de la ville de Goma. Voilà, ville de Goma. Nord Kivu. Voilà, Nord Kivu. Martyr du volcan. Voilà, martyr du volcan. Mais vous aviez refusé un cadeau du chef de l'État qui vous a été accordé. Pourquoi aujourd'hui vous aviez refusé? Oui, j'estime que mes électeurs et le peuple congolais méritent mieux, méritent du respect, méritent de l'honneur, méritent de l'intégrité de notre part. La promesse de Jeep a été donnée comme en sourdine de bouche à oreille depuis le mois de décembre 2012. Pourquoi cette promesse? C'était dû à quoi? Je l'ai attendue pour la première fois dans la plénière, lors du jour du vote de la pétition en vue de la déchéance des membres de l'ancien bureau. Quelqu'un qui ignorait tout de mon intégrité morale est venu me chuchoter à l'oreille que dès que j'irai voter, que je prenne soin de prendre une photo de mon bulletin de vote et que quand je vais revenir présenter ça à la cellule d'organisation de cette cérémonie-là, eh bien, un formulaire me serait remis pour que je sois inscrit comme candidat bénéficiaire d'une Jeep. Donc la conséquence, pour avoir la Jeep, il fallait voter contre le bureau Mabunda. Et moi je dis, je suis de ceux-là qui ont attaqué le bureau Mabunda avec le plus de pétitions. Parce que plusieurs initiatives parlementaires consacrées notamment à la question de l'insécurité à l'Est que j'avais déposées et que d'autres collègues de l'Ituri du Sud Kivu avaient déposées étaient régulièrement bloquées par le bureau Mabunda. Et j'ai dit aux collègues, ces raisons sont suffisantes pour que je vote pour la déchéance de ce bureau. Je ne vois pas pour quelle bonne raison vous devez accompagner ça de corruption. Et donc, c'est à partir de ce jour que j'ai eu vent de cette affaire de Jeep. Alors, depuis le début de ce mois de juin, l'état de siège a été proclamé avec des résultats très très contestables. Lors de la demande d'autorisation de la première prorogation, les langues se sont déliées. L'honorable Mbosso a promis qu'une séance d'évaluation serait organisée. Cette séance n'a jamais eu lieu. Et par surprise, nous avons plutôt reçu un projet de loi d'habilitation par laquelle il fallait autoriser au gouvernement de proroger désormais l'état de siège sans plus référer à l'Assemblée. Et là, c'est lorsque vous serez pendant des vacances parlementaires. Lorsque nous serions en vacances parlementaires. Okay. Et j'ai salué la bravoure, la loyauté des députés nationaux qui tous, comme un seul homme, ont refusé que ce projet de loi soit inscrit au calendrier de la session parce que, estimaient plusieurs députés, la situation des droits de l'homme est critique en Ituri, au Nord Kivu, l'état de siège tarde à donner des résultats et que conformément à la Constitution, notamment l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 144, il était impérieux que les députés retardent la clôture de la session pour continuer à contrôler le déroulement de l'état de siège. Cette plénière s'est tenue le mardi de la semaine, je pense que c'était le 15 ou le 16, mardi ou mercredi. Curieusement, alors, va de passer à la plénière, à la réunion maintenant de Mbosso, qu'il a tenue avec les députés de l'Union sacrée le vendredi, soit 48 heures après, au cours de la séance où le projet de loi d'habilitation a été rejeté, eh bien, le président a été quand même très embarrassé. Très embarrassé. Il a dû suspendre la séance. Il est venu dans les rangs vers le député
pour essayer de les persuader à revenir au vote de la plénière. Le député était catégorique. Et donc, voilà le contexte. Avant qu'on y revienne, on va revenir certainement au niveau de la loi d'habilitation. Mais vous avez refusé parce que vous aviez reçu le mot d'ordre de votre autorité morale, on peut le dire, Martin Fayoulou. Il est très radical. Dans ce radicalisme-là, c'est là que vous êtes beaucoup plus réfugié pour refuser. Non. Il est vrai que j'admire le caractère du président de mon parti, mais la raison fondamentale pour laquelle j'ai refusé, n'est-ce pas, c'est cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Oui. Mais empoisonné comment? La corruption est un poison. Ça, c'est un cadeau ou ça, c'est une corruption? C'est un cadeau du chef de l'État. Ça, c'est selon ce que le président Mbosso a dit. Les cadeaux. Il veut faire cadeau parce que selon certains députés, ils soutiennent pour dire, ça, donc c'est des traditions. Dans toutes les législatures, ça s'est fait ainsi dans les législatures passées. Et aujourd'hui, le chef de l'État, soucieux de l'amélioration du social des députés, il a voulu aussi leur donner des jeeps. Une jeep qui coûte 54 000 $ fois 500, ça fait 27 millions de dollars. C'est criminel, cet acte-là. C'est criminel. Vous avez lu le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Au point 4 de ce communiqué, il est clairement dit que le mobile pour lequel l'honorable Mbosso a livré cette information de la disponibilité des jeeps, le but était de faire le rappel des troupes. Ça veut tout dire. Rappel des troupes. Rappel des troupes, c'est-à-dire... Il a été déçu par... Il a été déçu par le rejet du projet de loi d'habilitation. Et il s'est dit, je risque gros. Les députés risquent de s'avérer plus exigeants, même pour évaluer la demande de la nouvelle autorisation de prorogation de l'état des sièges. Le député risque de recouvrer leur liberté pour exiger plus de contrôle. Et il a décidé donc de ramener cette promesse-là, qui avait déjà été donnée, disais-je, le 10 décembre, lors de la plénière de destitution de l'ancien Bigot. Et donc, étant donné que le but consiste à l'achat de conscience, n'ayons pas peur des mots, ne les négocions pas. Le rappel des troupes, c'est l'achat des consciences. Oui, si c'est l'achat des consciences, et ils sont majoritaires, ils ne pouvaient pas acheter, donc ils sont déjà majoritaires, et ils font ça à 500 députés. Alors, en quoi il y a cet achat de conscience? D'autant plus qu'ils ne peuvent pas s'en douter de la majorité qu'ils possèdent au niveau de l'Assemblée nationale. Non. Cette majorité-là a montré qu'elle n'était pas très docile, aussi loyale qu'on pouvait. Et c'est une majorité qui coûte cher à la République. Non seulement elle coûte cher, David, la corruption tue le pays. Félix lui-même allait dire à Bounia que l'armée, la police, le Sénat, toutes les institutions sont rongées par la magouille. C'est là que j'ai été scandalisé d'attendre. Le président de l'Assemblée dit que cette décision de doter les députés de ces 500 jeeps serait venue de Félix. Comment peut-on dénoncer la magouille? Comme le dit la Bible, vous regardez la poutre qui est à l'œil du prochain, à l'œil de l'armée, à l'œil du Sénat, et vous ne voulez pas ôter la paille qui se retrouve dans la vôtre. Comment peut-on vouloir déboulonner la magouille, la mafia? Et je suis d'accord avec lui, je suis de ceux-là qui continuellement dénoncent la mafia, qui s'organise au sein de l'armée. Depuis longtemps, nous avons dit que nous n'avions pas 21 000 militaires à Béni. Que l'on comptait, l'on a 7 500. 7 500. Et donc 13 500 fictifs. Et vous pouvez vous poser la question de savoir
Les armes destinées aux 13 500 vont où? Vont où? Les tenues destinées aux 13 500 vont où? Les munitions, la ration, les salaires. Est-ce que ce n'est pas avec toute cette logistique que sont dotés les ADF? Parce qu'à maintes reprises, elles viennent vêtues de la tenue des FARDC. Donc cette mafia mérite d'être démantelée. Mais en même temps, nous ne saurons pas démanteler la magouille, la mafia dans ces services, alors que nous-mêmes, nous sommes en train de l'entretenir en ciel ouvert. Et nous nous glorifions. La messe que le président Mbosso a organisée au Congo-Fleuve, eh bien, c'est de la sorcellerie à pleine journée. Mais comment sorcellerie? C'est une famille, c'est une plateforme. Elle peut se réunir quand elle veut. Mais pourquoi vous appelez sorcellerie? Elle a le droit de s'organiser quand elle veut. Non pas pour détruire la République. Mais comment détruire la République? Lorsqu'ils sont en train de parler des intérêts de la RDC, par la loi sur la CENI, il dit que non, il devrait certainement déployer des communicateurs sur tous les plateaux de télévision pour défendre cette loi. C'est au nom de la République, ce n'est pas au nom d'un individu. Vous avez suivi la réaction de plusieurs acteurs de la société civile contre cette loi. La CENCO elle-même dit que cette loi ne garantit pas la dépolitisation de la CENI. Or, à l'état actuel, où la cohésion nationale est en danger, nous n'avons pas le droit de planifier des élections bâclées à 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, est-il possible d'organiser une commission électorale sans être politisée? Ça sera difficile, d'autant plus que... La MOUCA a présenté sa proposition. C'est quoi votre proposition? La proposition, c'est que le bureau de l'Assemblée soit composé exclusivement des délégués des 8 composantes de la société civile. Deuxième élément de la proposition, que le secrétaire national de la CENI, de même que le secrétaire exécutif provincial, soit recruté par un cabinet neutre sur concours. Troisième élément, que le politique ne soit représenté que dans la plénière à titre d'organe de contrôle de l'exécutif qui serait chapeauté exclusivement par les acteurs de la société civile avec des secrétaires exécutifs nationaux et provinciaux recrutés de manière tout à fait indépendante et peu comme le recrutement se fait dans des organisations sérieuses sur base des concours. Et nous serions donc parvenus à la dépolitisation. Ce n'est pas impossible. Les politiciens présents dans la plénière assureraient le rôle, l'organe de contrôle. Mais la situation actuelle, c'est que il y a eu ces mariages FCC cash, l'Union sacrée s'attribue 4 postes sur les 7 que compose le bureau. Le FCC, on lui donne 2. Et donc, Union sacrée 4 plus FCC 2, c'est l'alliance qui est reconstruite. Ils ont 6. Et puis, à la société civile, ils laissent le seul poste de président. Encore que là, nous savons les magouilles qui sont en train d'être montées pour que même ce président dit de la société civile proviennent de l'Union sacrée. Oui, mais avec ça, vous ne voyez pas que vous risquez encore de tirer les choses en longueur. Les élections pourraient être certainement reportées avec ça. Déjà, au niveau de la MOUCA, il y a beaucoup plus de contestations par rapport à cette loi. L'Église catholique, on l'a suivi, elle n'est pas d'accord avec la loi Lutundula. On voit Christophe Mbosso qui a rappelé les députés pour leur dire que déjà cette semaine, il devrait se déployer sur les chaînes de télévision pour défendre cette loi. Et vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment un bras de fer. C'est quelle église qui sera là? Parce que peut-être l'église des réveils qui pourrait être choisie. Et ce qui est plus grave, dans les propos de Mbosso, il dit que Félix est le législateur suprême. Il a dit ça? Il faut suivre son audio. Oui, oui. Il dit le président est le législateur suprême. Ça, c'est grave. Et donc, il est là pour exécuter les dictats de la présidente de la République. Alors que c'est à nous, députés,
que le peuple, que la Constitution donne le mandat de légiférer à toute impartialité. Mais ici, Mbosso veut faire de l'Assemblée nationale une simple caisse de résonance destinée à entériner les dictats qui viennent de la part de celui qui l'a nommé. Et ça, c'est inacceptable. Il n'a pas été nommé, il a été voté par vous, il n'y a jamais eu vote. Hein? Je suis député. Mais comment de la même manière que Mabunda n'avait jamais été élu, Mbosso n'a jamais été voté. Il n'a jamais voté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Mais il a été coopté par... il a été donné, imposé par le chef de l'Union sacrée. Et il y a eu acclamation. De la même manière que la recomposition des bureaux de la commission qui a été faite il y a de cela 2 semaines, il n'y a pas eu vote, David. Et vous faites Je suis de la commission défense et sécurité. Tout le membre actuel du bureau, personne n'était membre de la commission défense et sécurité. C'est en fonction des affinités avec les chefs des partis politiques que par surprise, vous apprenez que tel est désormais le président de votre commission, tel autre en est le rapporteur. Donc il y a du forcing dans tout ce que le président Mbosso est en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une catastrophe. Catastrophe. Et plus grave, il dit, déployez-vous. Le bureau de l'Assemblée va prendre en charge toute la communication. Avec quels moyens? Quels moyens? C'est-à-dire avec l'argent du contribuable congolais. L'argent qui n'est pas donné aux infirmiers qui luttent contre la Covid et aux médecins. L'argent qui n'est pas donné aux policiers, aux militaires. Même pendant l'état de siège, David, à territoire de Béni, pendant tout le mois de mai, les militaires ont souffert du manque de rations alimentaires. Les militaires. C'est seulement le 12 juin que la ration leur est parvenue. Une ration suffisante. Et pendant ce temps-là... Suffisante, la ration? Pas du tout suffisante, mon frère. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai été à Moualikata, le Graben. Avant-hier, 43 personnes ont été enlevées à nouveau par les ADF qui reprennent une activité intense de recrutement forcé. J'ai rencontré les vaillants militaires FARDC. Mais dans quelles conditions horribles. Tout un régiment de plus de 1700 militaires n'est doté que d'une seule jeep en mauvais état. Et donc le régiment... Alors qu'ici on se partage 500 jeeps. 500 jeeps. Allègrement. Au niveau de l'Est, c'est une seule jeep. Tout le régiment au front. Tous ces pauvres administrateurs qui sont déployés dans le cadre de l'état de siège. Celui de Massissi, à la remise de prise, il n'a retrouvé dans la caisse que $69. Celui de Goma, il n'a retrouvé que 4000 francs congolais. Il est contraint de marcher à pied. Aucune dotation. Celui de Beni, de Lubero, Anitori, c'est pareil. Et pendant ce temps-là, il faut que 27 millions de dollars soient donnés à titre de cadeaux empoisonnés pour distribuer des jeeps. C'est immoral, c'est criminel. Voilà, et s'il faut parler de la loi d'habilitation, Christophe Mbosso est allé saisir la Cour constitutionnelle et tout ça, ça serait un camouflet pour vous qui avez refusé cette loi. Bien, comme je le disais tantôt, j'ai vu l'embarras du président Mbosso le jour où les députés courageusement ont rejeté, n'est-ce pas, la demande d'inscrire la loi d'habilitation au calendrier. Parce que pour la majorité des députés, très très lucides ce jour-là, et pour détruire cette lucidité, Mbosso recourt à la corruption. Je me demande pourquoi le procureur près de la Cour de cassation ne peut pas s'empresser d'initier une démarche pour attendre le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait là? Pour étouffer cette lucidité dont les députés ont fait montre pour rejeter ce projet de loi d'habilitation, il recourt à l'arme de cadeau. Ça s'appelle porte-vin. Et donc, il a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il veut obtenir de cette Cour l'autorisation, une interprétation d'après laquelle, malgré la proclamation de l'état de siège, le député devrait accepter d'aller à vacances. Alors que l'alinéa 3 de l'article 44 est clair
et dit que lorsqu'il y a état de siège, il y a état d'urgence, eh bien, la clôture de la session est des droits retardés. Et si l'état de siège aurait été proclamé pendant que le député était en vacances, eh bien, la session parlementaire devait être ouverte des droits pour permettre, en fait, aux députés de contrôler. Et un alinéa de cet article dit que l'Assemblée nationale a le droit de mettre fin à l'état de siège à tout moment. Et il y a des dérapages aujourd'hui en territoire Kituri. J'ai entendu un militaire déployé dans le cadre de l'état de siège dire « Ezatang Onabiso ». C'est-à-dire, c'est leur temps. C'est leur temps pour nous enrichir. On arrête des paisibles citoyens comme on veut. En Ituri. Et comme les magistrats... Jusque-là, il n'y a pas une loi d'encadrement de l'état de siège. Il n'y a pas de loi d'encadrement. Alors pourquoi vous, députés, qu'est-ce que vous faites pour certainement attaquer en inconstitutionnalité cette histoire? Parce que lorsqu'il y a la proclamation de l'état de siège, il faut qu'il y ait une loi d'encadrement. S'il n'y a pas la loi d'encadrement, vous pouvez attaquer en inconstitutionnalité. Vous attendez quoi? Il y a d'abord un collègue qui a déposé une proposition de loi d'encadrement. Depuis bientôt 3 semaines, bientôt 1 mois. Et Mbosso classe ça dans les tiroirs. Au contraire, il s'acharne, il saisit même la Cour pour qu'à tout prix, la loi d'habilitation, le projet de loi d'habilitation soit voté. C'est une complicité manifeste de mauvais goût, voulais-je dire. Alors pourquoi nous n'attaquons pas ça en inconstitutionnalité? Nous avons cru que Mbosso était de bonne foi. Parce qu'il a promis solennellement qu'une plénière en vue de l'évaluation de l'état de siège devait être organisée. J'avais déjà saisi l'Assemblée nationale par une question orale avec débat adressé au Premier ministre. Depuis le 10 juin, 4 jours après l'entrée en vigueur de l'état de siège, pour demander que M. Sam Malukonde, le Premier ministre, vienne nous expliquer pourquoi l'état de siège était décrété avec la même légèreté que les opérations militaires antérieures. En 2019, le 21 juin, Félix a décrété l'opération Zorubaya Ituri à Bunia. Le résultat de cette opération, c'est un fiasco. En octobre 2019, on a décrété avec la grande légèreté une opération militaire dite de grande envergure à Beni. Et le résultat, un fiasco. Pourquoi? Non seulement on n'a pas pris soin de régler la question des effectifs fantômes, mais également on n'a pas assaini la chaîne de détournement des fonds destinés aux opérations. Mais cette fois-ci, le chef a dénoncé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a dénoncé la mafia au niveau des forces de sécurité, presque dans toutes les institutions. Espérons que ces dénonciations, ça serait quelque chose de positif. Il n'est pas le droit de dénoncer comme la société civile, comme tout le monde. Il doit agir. Il doit agir, il doit sanctionner. Il a multiplié les promesses. J'ai suivi ses propos à Bunia utilisé. Les gens vont encore dire que je donne une nouvelle promesse. Je me raconte que lui-même se raconte. Donc, il est conscient que les gens parlent qu'il tient des promesses sans... Et donc, qu'il ait dénoncé, ce n'est pas ce que nous attendons de lui. Il doit prendre des mesures fortes. Et donc, nous avions cru. Et nous continuons à faire pression. J'ai fait un rappel de ma question orale avec débat. 2 semaines après, nous continuons à croire que Mbosso va tenir parole et que la plénière consacrée à l'évaluation de l'état de siège devrait avoir lieu. Vous avez suivi les tueries de Tchabi et de Boga. Il n'y avait pas plus de 30 militaires dans ces 2 entités. Et 70 personnes sont massacrées dans la nuit du 30 au 31. À Butoto, il y a 32 personnes. Donc, et pendant ce temps-là, le gouverneur militaire... Mais il y a quand même de l'évolution positive dans ce sens-là. L'évolution... Et même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit que l'armée va monter encore en puissance. De bons discours, on en a attendu depuis longtemps. Il y a eu une seule opération militaire depuis la proclamation de l'état de siège. C'était sur la route nationale 27, de Bunia à l'Ouganda.
Et là, les FARDC ont remporté une victoire contre les éléments de Coteco. Ils ont libéré la barrière par laquelle les miliciens de Codeco percevaient des taxes pour se financer. Mais les opérations se sont limitées à mi-chemin. Les miliciens sont partis se réorganiser. La preuve, c'est qu'ils sont revenus 3 semaines après pour attaquer les positions FARDC au centre commercial de Fataki. Nos militaires ont pris la fuite. Aujourd'hui, dans le Massissi, c'est la débandade. Pendant que Félix est à Goma, les populations fuient de partout, de toutes les localités de Massissi, parce que c'est la coalition APCLS, Nyatura, NDC qui attaque maintenant les positions FARDC à plein état de siège. Et quand même, vous devez aussi féliciter les chefs de l'État. Vous aviez dit qu'il ne se rend jamais à l'Est. Il est là à l'Est, il va rester là jusqu'au 30 juin. Ce sont des signaux positifs. Des visites, on en a toujours reçu, plusieurs. Il a été à Bunia, il a été à Beni. Je l'ai été sur une chaîne. J'aurais bien voulu le voir à Tchabi, à Boga. J'aurais bien voulu le voir là où 70 Congolais ont été massacrés en une nuit. Pourquoi s'interdit-il d'y aller? Il est allé à Kassindi par un hélicoptère de la MONUSCO. De quoi a-t-il peur alors que, d'après lui, à la suite de l'état de siège, la route Beni-Kassindi est sécurisée? Les Congolais sont tués là-bas chaque jour. Donc c'est bien beau d'être à Goma, dans un hôtel climatisé, hôtel de luxe. C'est bien beau de survoler le ciel, de Beni, de Bouni en hélicoptère. Mais ce que nous attendons, ce sont des décisions fortes. Par exemple, pourquoi ne pas demander au gouverneur militaire du Nord Kivu d'aller s'installer à Beni depuis que l'état de siège a été proclamé? Jusqu'à ce jour, il est à Goma. Il n'est sorti qu'une seule fois pour accompagner Félix et ils sont rentrés ensemble. Ils multiplient les réunions en vue de la maximisation des recettes. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de loi d'encadrement des recettes propres des provinces. Comment ces militaires qui ont fait assurer de la magouille dans la gestion des services de sécurité, comment pouvons-nous les laisser sans organes de contrôle, sans loi d'encadrement? Nous leur laissons les soins de gérer les recettes propres des provinces avec la dotation qui vient du gouvernement central. Nous laissons tout ça contrôle à leur guise. Et nous attendons qu'assister à un procès de 100 jours, à un procès d'état de siège pour chercher le bouc émissaire. Qu'est-ce que l'on vise réellement? Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Mouindo, merci. Merci surtout de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Donc, pour vous, pas de Jeep? Non. Vous refusez? J'ai promis à Dieu que je ne prendrai jamais un cadeau de corruption. Donc, il n'y a que vous seulement? J'espère qu'il y aura d'autres collègues.